Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce 51e numéro de Miasme, le magazine d'information de l'actualité spirituelle, mystérieuse et étrange. Salut Sylvano. Salut Antoine. Alors Sylvano, ce soir, eh bien, ça va être encore une soirée bien chargée. Nous allons recevoir Didier de Planétaire qui va venir nous parler de la conférence qu'il organise avec Pierre Rabhi et Frédéric Lenoir la semaine prochaine. Voilà, c'est un gros événement. Et on va peut-être avoir des places à vous faire gagner. On en reparle tout à l'heure. Nous allons aussi recevoir Margret et Ankarna pour une émission qui sera diffusée la semaine prochaine. Sébastien Leclerc pour sa chaîne, où il nous présentera voilà, tout à fait sa chaîne. Et puis Lioz et Aurore et Dino, voilà, toute la fine équipe pour compléter ce magazine. Alors, quoi de neuf sur UAT cette semaine, mon cher Sylvano? Je suis presque à l'antenne de te répondre. J'étais très peu sur, mais vraiment très peu sur EAT cette semaine, j'ai presque honte. Parce que, tu sais qu'on a mené notre première enquête terrain la semaine dernière, et c'était passionnant, vraiment très très passionnant, et ça m'a pris beaucoup de temps à travers le petit groupe privé que je gère concernant cette enquête. Mais évidemment, je peux rien en dire. Tout ce que je peux te dire, c'est que c'est ultra positif, archi positif, et qu'à la fin, il y aura que des bonnes nouvelles. Bon, mais tant mieux, parce que c'était mal engagé, visiblement, au début. Ouais, c'était très 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 mal engagé. Tu sais, c'est pas simple les petits grilles, mais bon. Donc, bon, ça de toute manière, tu nous l'avais dit, je crois que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines, que tu nous feras un gros briefing là-dessus au mois de juillet pour tout nous expliquer dans tous les détails. Yes, mon Antoine. Sinon, sur UAT, bah, ça frétille hein, déjà, parce que la NASA a encore annoncé qu'elle va, qu'elle va faire une annonce extraordinaire. Euh, je sais pas, je pense qu'ils ont un planning hein, marketing. Donc là, bah, j'en sais rien, moi, à cette heure-ci, ce qu'ils ont découvert, hein, parce que l'annonce se fait jeudi soir, et nous, je ne me suis pas intéressé, mais ça va être certainement qu'ils ont découvert de l'eau ou des conditions favorables à développement de la vie bactérienne sur une lune de Jupiter ou sur une lune de Saturne. Hein. Ça ira pas beaucoup plus loin, mais c'est fou ce que ça fait toujours comme buzz dans les groupes ufologiques, comme s'ils s'attendaient à chaque moment que la NASA leur annonce une divulgation massive. Euh, c'est un truc que j'arriverai jamais à comprendre, mais bon, l'impact de la NASA est toujours aussi fort. Sinon, nous avons aussi discuté sur UAT, j'ai fait découvrir le docteur Barry Trower, qui est un physicien expert en micro-ondes, qui avait travaillé pour la Navy, et qui a révélé, au risque de sa vie, que les micro-ondes sont employés couramment par les armées et les gouvernements pour nuire à des opposants ou des ennemis en les rendant malades, et ainsi à les faire mourir à petit feu. Quel est le rapport à l'ufologie? Bah, quand on regarde toutes les morts suspectes chez les chercheurs de vérité, déjà, faut pas bien aller chercher bien loin. Mais Barry Trower explique aussi que c'est pire, que les micro-ondes du Wi-Fi altèrent le matériel génétique, et plus spécialement l'ADN des ovules. Ça, il y a déjà une multitude d'articles sur le net concernant la nocivité des ondes. Moi, je ne saurais que conseiller à tout le monde de se protéger, parce qu'on peut se protéger des ondes, il ne faut pas non plus vivre reclus dans une grotte, hein, au fond des cavernes, on n'y peut rien, des ondes Wi-Fi. Et quand par exemple, oups, j'avais pas prévu le truc, et quand vous êtes par exemple, vous prenez des trucs comme ça, hein, c'est du shungite, ça absorbe la nocivité des ondes, vous en mettez un petit peu partout chez vous, c'est quelque chose qui marche très très bien. Hein. Shungite. Et il dit aussi, il y a aussi des révélations de premier ordre à connaître absolument. Par exemple, rien de plus facile que de créer des voix. Tout ce que vous avez à faire, c'est de stimuler la cochelée. Alors, cochelée, c'est petite oreille interne de l'oreille, avec une fréquence de résonance donnée. Et c'est très facile de faire entendre des voix. Et c'est pas que les gens imaginent entendre, ils les entendent physiquement. Hein. Quand on parle, la voix est comme si elle était dans votre cerveau. Et c'est juste un signal électrique hein, qui vous fait interpréter le son qu'on produit. Et une fois que vous avez ce signal électrique,
qui peut venir d'une puce ou de beaucoup d'autres choses. Vous pouvez faire entendre physiquement des voix, certaines voix. Cela peut être une conversation ou quelqu'un que vous voulez entendre. Cela peut être une voix douce et angélique, ou un dieu, ou quelque chose d'effrayant, comme le diable. C'est un petit peu n'importe quoi. Donc là, on en revient sur l'émission que tu présenteras sur Tipeee, qu'on a enregistrée sur les abductions. Quelqu'un qui entend ces voix, ben, il les entend réellement. Donc après, même si tu tombes en hypnose et que on fait cette hypnose, tu vas dire que tu as entendu ces voix. Donc on va croire que c'est vrai. Alors qu'au final, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que c'est très complexe, hein, le phénomène de l'hypnose. Je t'avais déjà dit qu'Orado Malonga explique tout ça très bien et met des choses pour pouvoir les détourner. Donc, le prochain numéro que je consacrerai au docteur Trauer, ce sera sur les découvertes qu'il a faites sur HAARP et les chemtrails. Je te réserverai dans un prochain numéro. Et c'est vrai que pour revenir à ce qu'on peut entendre et ce qu'on peut voir, en définitive, plus on avance dans la connaissance de tous ces sujets-là, plus on se dit que ça devient de plus en plus difficile de faire confiance à nos cinq sens. Et demain, c'est pas parce que on va voir apparaître un truc devant nous, on va entendre quelque chose, qu'on pourra être réellement persuadé qu'on voit bien cette chose, on entend bien cette chose, etc. Et c'est d'ailleurs là-dessus que se base le fameux projet Bluebeam. Oui. Est-ce que c'est un vrai projet d'ailleurs, le projet Bluebeam, ou est-ce que... On en parle tellement que ça peut être qu'un vrai projet. Hein. Maintenant, je pense pas qu'il pourra avoir lieu parce que on en parle depuis si longtemps, il y a tellement de gens qui sont au courant que c'est plus une surprise, quoi. Tu vois. Voilà, bon, en tout cas, tout ça pour dire, c'est vrai que est-ce qu'on peut se fier à nos sens, le fameux adage, je ne crois que ce que je vois. Ça devient de plus en plus difficile. Ça ne sert à rien, mais il faut rester positif. Bien sur soi, ça. Mais on sait faire. Quand tu travailles sur soi, tu sais faire le tri entre le vrai et le faux. Tout à fait. As-tu une dernière petite information pour cette semaine ? Ouais, j'ai vu que notre ami Chris Esson, tu sais, le garçon qui avait fait, mon mathématicien ingénieur célèbre qui avait fait la démonstration de l'OVNI de SpaceX, a encore présenté une vidéo qu'il a réalisée de main de maître. Hein. J'adore Chris. Il dirige une équipe d'ingénieurs, hein, donc ces vidéos nécessitent, hélas, un niveau en mathématiques pour être suivi, hein, parce qu'il met beaucoup de relations, il met beaucoup d'équations mathématiques dedans. Et c'est justement là que résident les richesses des vidéos de Chris. Et s'il y avait beaucoup plus de scientifiques de ce niveau-là qui pourraient s'intéresser à l'ufologie, je pense que ça nous donnerait un sacré grand coup de main. Dans les vidéos qu'il a publiées, Chris s'intéresse à Otis Kerr. Qui est Otis Kerr? C'est un garçon qui a côtoyé, pour le plus grand des hasards, puisqu'il habitait pas très loin de chez lui, le grand Nikola Tesla, et qui a reçu son enseignement pendant 3 ans. Il devint ainsi inventeur de générateurs à énergie libre, en créant sa propre société. Et bien évidemment, qu'est-ce qui s'est passé un matin, au petit matin, le FBI a débarqué chez lui et lui a intimé l'ordre de fermer sa société pour, je le cite, ne pas ruiner le système mondial. Hein. Pour ceux qui croient qu'en 2017, on en est encore au moteur à explosion, ils se mettent vraiment les 2 doigts dans les 2 yeux, quoi. Et en fait, pas que moteur à explosion, on n'a plus besoin d'énergie fossile, hein, tellement l'énergie libre est facile et d'accès. Et Otis Kerr mit donc, comme il avait du temps et qu'il avait plus sa société, au point une soucoupe volante, d'accord, qui est filmée, dont il y a les plans, et évidemment, là aussi, on lui a intimidé l'ordre d'arrêter, quoi. Alors, on va savoir. Tu vois, on est déjà au temps de Nikola Tesla, on met au point l'énergie libre, on met au point des soucoupes volantes. Après, il y en a qui pensent encore que il n'y a pas une technologie annexe qui est détenue par, même si certains n'aiment pas le terme, le gouvernement de l'ombre.
par des multinationales, ils les appellent comme ils veulent, par des gens qui possèdent toutes ces technologies-là, et bien au-delà, mon cher Antoine. Et que des fois, quand tu vois certains ovnis, il n'y a pas tous, hein, ce ne sont que des technologies purement terrestres. Ah oui, c'est évident qu'il y a un peu de tout en réalité. Voilà, tout simplement. Non, mais c'est vrai, il y a des technologies terrestres issues du fameux programme spatial secret ou militaire secret, je ne sais plus. Il y a de l'ufologie exogène et puis pourquoi pas aussi de l'ufologie du futur. Est-ce que tu crois ça d'ailleurs à cette possibilité d'avoir des visiteurs spatio-temporels, on va dire ça? Oui, bien sûr. Je pense sincèrement que c'est pas que la notion de temps n'existe plus. Hein. Carlo Rovelli, les physiciens quantiques, maintenant, expliquent parfaitement bien que le temps n'existe pas. C'est une variable comme une autre et qu'on peut très bien aller vers le futur comme aller vers le passé. Bah, du reste, on le sait, puisque ne serait-ce que les satellites GPS qui sont supposés être dans le ciel ont une horloge complètement différente de la nôtre. Alors évidemment, ça se joue en secondes, hein, ça se joue pas en minutes. Et imagine si on va beaucoup plus loin. Albert Einstein, même lui, il a bien expliqué dans sa théorie générale de la relativité restreinte. Donc, bien sûr, je pense que en ayant ces technologies-là, le meilleur moyen pour garder des secrets, c'est d'aller dans le futur. Comme ça, tu communiques plus avec le présent et puis tu gardes toutes tes technologies secrètes. C'est pas moi qui le dis, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Corrado Malanga, dans des séances d'hypnose, avait découvert cela. Même lui, qui est un scientifique de haut vol, pense que c'est tout à fait possible et réalisable. Ok, effectivement. C'est un très bon moyen de cacher un certain nombre de choses. Ça, c'est sûr. Ok, bon, écoute, je te remercie pour toutes ces infos. Je te dis à la semaine prochaine pour ta chronique sur UAT. Et puis on va continuer ensemble avec nos prochains invités. Et notre prochain invité, c'est Didier Santiago de la chaîne Planétaire et l'association Planétaire. Et donc il va venir nous parler du prochain événement qui est à mon avis l'événement le plus marquant de ce premier trimestre. C'est la conférence qui sera et sur place dans les locaux de Planétaire et à distance. Hein, vous pourrez les regarder en direct sur Vimeo de Pierre Rabhi et Frédéric Lenoir. Voilà, allez, on reçoit Didier. Salut Didier. Bonsoir Antoine, merci de m'accueillir au sein de Mias TV comme d'habitude, toujours bien reçu, merci. Bah, tu sais que c'est toujours un plaisir. Hein. On a pris l'habitude maintenant de te recevoir tous les 3-4 mois pour pouvoir faire un petit peu le point de ta chaîne et puis de ton association Planétaire. Je crois que la dernière fois que tu étais venu, c'était au mois de décembre, et tu nous avais d'ailleurs présenté une année 2017, un début d'année 2017 assez prometteur, dont d'ailleurs Rob Hopkins qui est venu en début d'année. Comment ça s'est passé? Bah, écoute, en effet, ça a démarré sur les chapeaux de roue. Cette année 2017 avait un programme assez lourd dans le sens, dans le bon sens du terme, hein, c'est-à-dire du beau monde, comme tu dis, des personnages intéressants. C'est vrai, oui, Rob Hopkins, ça s'est très très bien passé. On s'attendait peut-être à un peu plus d'engouement. Il y en a eu moins que prévu, mais ça a quand même bien fonctionné. Les gens ont répondu présent à cette conférence qui, ben voilà, je crois le titre c'était Il change le monde. Et Rob Hopkins, c'est quand même un spécialiste et consulté en tout cas par les mairies, les députés, etc., pour justement engager vraiment concrètement le changement d'arrivée. Il nous a montré via cette conférence, hein, on verra peut-être le lien justement d'un extrait ou autre pour ceux qui veulent aller voir le replay à un moment donné. Ouais, il y a des solutions concrètes qu'ils proposent, notamment par exemple, chose que je connaissais pas du tout, c'est ce qu'on appelle les fermes puzzle. Alors, je sais pas si tu as entendu parler de ça, Antoine. Non, ça me dit rien.
Alors, les fermes puzzle en Angleterre, en fait, dans son pays d'origine, ce qui se passe, c'est qu'il a réussi à fédérer, enfin, ce sont des gens, c'est pas lui forcément qui l'a fait, mais il y a des groupuscules comme ça de personnages, de personnes qui, par habitation, ont un tout petit bout de terrain, tu vois, un jardin qui n'est pas, voilà, qui fait quelques mètres carrés, mais bon, bah, ce gars-là est fou de courgettes, par exemple, ou aime les fraises, et donc va cultiver des fraises. Le voisin d'à côté, qui a 3 pâtés de maison, a un jardin encore plus petit, mais peut faire pousser quelques courgettes, et cetera. Et à un moment donné, ils font des marchés où ils mutualisent tout ce que chacun a cultivé. Hein, ils cultivent qu'une chose, qu'une espèce à la fois, ou deux, et puis ils mutualisent le tout. Et c'est ce qu'on appelle les fermes puzzle, puisque c'est une ferme qui est en fait répartie en morceaux, morcelés, à travers un arrondissement, une ville entière, ou un territoire délimité. Mais j'ai trouvé la démarche intéressante, je connaissais pas du tout, et c'est vrai que c'est un modèle auquel on peut s'en inspirer. C'était en tout cas, un des exemples, si tu veux, des actions concrètes que l'habitant peut faire sans demander l'avis à personne, ni aux politiques ou autres. C'est une démarche personnelle, hein, il suffit d'aller toquer à la porte de son voisin et d'être comme ça fédérateur. Voilà, je trouve ça super intéressant. Donc voilà, je prends des solutions pour changer dans notre quotidien, faire du bien à la planète, quoi. Ok, on peut donc retrouver la conférence que tu as filmée sur ta chaîne Santiago Didier. Là, pour l'instant, non. En fait, elle est en replay, en achat replay, je le dis franchement, sur Vimeo. Donc pour ça, il faut aller sur Planétaire. Et il y a un gros bouton qui est, je crois, conférence en replay, quelque chose comme ça. Entendu. Oui, c'est vrai que il y a des conférences en accès libre, on va dire, que tu mets sur ta chaîne, et puis les conférences en achat replay qui sont sur Vimeo, et puis qui permettent de faire vivre l'association planétaire. Voilà, pour ceux qui n'ont pas, qui sont trop loin, qui peuvent pas venir en présentiel, pour ceux qui ont loupé la date en question ou autre, bah, ce sont des séances de rattrapage et c'est vrai que ça coûte moins cher que parce qu'on perd la fraîcheur forcément du direct, etc. C'est plus économique et puis ça permet aux gens de rester voilà, dans le développement, voilà, de se maintenir au courant et de profiter de tous les intervenants qui passent au sein de Planétaire. Voilà. Mhm. Alors cette semaine, par contre, tu vas enregistrer avec deux conférenciers. Le premier, c'est Daniel Aran. Ah non, non, le premier, ce sont deux personnages, hein. Ah oui, c'est le contraire. Le premier, c'est Mathieu Lavaux et Laurent Chevalier. Ils vont parler d'un sujet sur lequel j'attendais beaucoup, hein. Je vais être franc avec toi, je rageais de ne pas avoir quelqu'un d'intervenant qui allait traiter de ce sujet. Alors là, c'est sûr que le titre est accrocheur, conférence des bâtisseurs des pyramides au monde des Atlantes. Alors, les Atlantes est quelque chose qui fait assez rêver, et jamais le sujet ne semble pas être trop traité, en tout cas. Euh, il semblerait que ce soit difficile parce qu'on touche à un mythe et que c'est difficile de donner une réalité et corps à un mythe. Voilà. Est-ce que les Atlantes ont vraiment existé? Ça, je sais pas. C'est pas à moi de donner la réponse. En tout cas, j'ai hâte d'interviewer ces deux intervenants demain, Mathieu Lavaux et Laurent Chevalier. Et puis voilà, dès que l'interview sera montée, bah, Mias me mettra au courant aussi. Eh bien, le public qui te regarde, qui te suit pour suivre cette interview. Voilà, on mettra ça dans la grille de programme de Miasma TV, tout à fait. Voilà. Et puis, un autre personnage que je vais faire après-demain, donc le lendemain encore. Donc, c'est assez chargé. Une conférence sur les ovnis et crop circle, le phénomène mystérieux, avec Daniel Aran. Donc, c'est quand même quelqu'un qui est assez connu dans ce milieu ufologique et il va donner sa vision des choses, ses explications à lui. Voilà. J'attends ça aussi. Ce sont autant les Atlantes que l'ufologie chez Planétaire n'est pas quelque chose qui est récurrent ou traité. C'est assez exceptionnel. En tout cas, l'ufologie, c'est une première avec Daniel Aran et j'attends. Pour moi, ça va être une première. Ça va être bien. Je vais bien me cultiver, on va dire, de ce côté-là. Ouais, ouais, tu vas aussi en profiter, tu as bien raison. Ok, bon, donc on mettra voilà, toutes les infos sur la mosaïque de programme de miasme dès que ça sera en ligne, en accès libre. Tout à fait, oui, oui, en accès libre. Pour ces deux-là. Évidemment. Voilà. Et puis le gros événement de ce printemps, là je pense qu'il est vraiment chez vous, pour le coup.
C'est la double conférence de Pierre Rabhi et de Frédéric Lenoir. Eh oui, oui, que Frédéric Lenoir et Pierre Rabhi ensemble, hein, pour réenchanter le monde, hein, c'est une conférence vraiment exceptionnelle. Alors, il faut savoir que Pierre Rabhi et Frédéric Lenoir, dans la vraie vie de tous les jours, se connaissent vraiment. Donc, ce n'est pas comment dire, ce n'est pas Planétaire qui a cherché à fédérer deux personnages pour les mettre ensemble et dire, voilà, on va faire un best-of. C'est pas The Voice non plus, hein, on n'est pas là pour faire du show. C'est vraiment, non, non, il y a vraiment eu, Planétaire a été le moteur pour fédérer cette union sur scène, hein, de les rencontrer ensemble, de faire une conférence commune. Mais déjà, ils s'apprécient vraiment tous les deux. Et en plus, Planétaire s'est permis donc de réunir ces deux personnes sur scène en faveur de trois gros projets, hein. Il faut savoir, il faut le dire, c'est important que cette conférence exceptionnelle, qui sera donc le 27 avril au Théâtre du Rhône en présentiel, mais à mon avis, les places sont je crois, bah, écoutez, pour ceux qui qui viennent et qui verront, ça sera peut-être plein, mais il y a peut-être des places encore de libres. Mais, ce qui est intéressant pour cette conférence, c'est qu'elle sera aussi retransmise, en webconférence, que les gens pourront acheter, pour ceux qui ne peuvent pas forcément venir dans la région où nous sommes. C'est pour pouvoir faire profiter tout le monde, vraiment, vraiment. Alors là, les 3 gros projets, ça sera au profit de ces 3 projets, qui vont suivre. C'est la fondation SEV, hein. Alors la fondation SEV, c'est, SEV, S-E-V-E, Savoir, être et vivre ensemble. C'est une fondation qui a été créée par, Frédéric Lenoir, et l'idée, c'est de faire entrer la philosophie dès l'enfance, en fait, dans les écoles. C'est le but, en tout cas, de cette fondation. Donc, une partie des fonds récoltés par rapport à cette soirée iront au bénéfice de la fondation Sève. Le second gros projet derrière, c'est le fonds de dotation de Pierre Rabhi, qui sert à financer plein d'associations et plein d'autres choses. Alors pour ça, j'invite les personnes à aller voir taper sur internet, googler, hein, fonds de dotation Pierre Rabhi, et vous verrez en fait le projet est expliqué en détail. Et en dernier, un ex-projet de Maison de la Nature qui, cette fois, est assez local chez nous, qui est Maison de la Nature et de l'Environnement, un roman qui a été destitué et qui aujourd'hui va être réhabilité, toujours pour qu'il appartienne vraiment au public, que ce soit ouvert à tous. Mais pour ça, bah, la Maison de la Nature existe depuis longtemps et bah, il faut la rafraîchir. Il y a de gros travaux à faire et ils ont besoin de fonds pour ça. Voilà, donc cette soirée avec Frédéric Lenoir et Pierre Rabhi, eh bien, les fonds iront à ces 3 gros projets très intéressants qui sont voilà. Donc, on va parler citoyenneté, éducation et de l'avenir, parce qu'il y a besoin aujourd'hui de ça. Il y a besoin de réenchanter le monde, surtout dans le marasme auquel on se retrouve. Donc cette conférence est là pour donner du peps, un peu aux gens, redonner de l'espoir. On en a vraiment besoin aujourd'hui. Voilà le but. D'accord. Alors là, pour être vraiment pratico-pratique, ça se passe donc jeudi 27 avril à 20h30, Oui, tout à fait, au Théâtre du c'est ça? Rhône. Théâtre du Rhône. Alors, vous êtes dans quel coin planétaire? Alors on est dans la Drôme, la Drôme dans le 26, hein, c'est le département 26. La Bourg-les-Valences qui se trouve quoi, à une quinzaine de kilomètres du siège de Planétaire. Voilà, c'est un théâtre, le Théâtre du Rhône, c'est quand même un gros théâtre, 800 places, c'est pas rien, hein. Voilà déjà, mais c'est vrai que l'année dernière, on avait invité juste Frédéric Lenoir à ce même théâtre. Donc les 800 places étaient prises et on a dû malheureusement refuser du monde. Mais à l'époque, la vidéo n'était pas encore en place. Voilà. D'où l'intérêt de pouvoir suivre cette conférence en direct. Et donc là, pour ceux qui voudraient la suivre en direct, qui seraient en Normandie à des milliers de kilomètres de la Drôme, par exemple, euh, comment est-ce qu'on fait? Ah bah, bah, là, certainement que je mettrai le lien, hein, dans la description, pour pouvoir commander justement et réserver une place en ligne, hein, c'est en direct, c'est une place virtuelle, on va dire. L'avantage par rapport au Théâtre du Rhône, c'est que là, personne ne sera mis de côté, hein. C'est-à-dire que là, l'avantage d'une web conférence, c'est que les places sont illimitées,
contrairement à celles qui sont en présentiel. Et puis ça évitera aussi de payer le train, le déplacement, l'hébergement, un tas de choses. On regarde ça de chez soi. Et puis l'avantage, c'est que on n'y pense pas toujours, Antoine. Mais tu vois, l'avantage d'une webconférence, c'est que on peut le regarder en famille en payant une seule place. C'est pas le cas en présentiel. Hein. Voilà, je le dis parce qu'il y a des personnes qui, on va dire par excès d'honnêteté, vont acheter 5 places parce qu'ils sont 5 devant leur ordinateur. Hein. Mhm. Moi, ça peut se regarder en famille, seul, ou lors d'une association, organiser une soirée ou autre via une connexion et pouvoir profiter de, de, de cette web conférence, Mhm. quoi, qui sera en Voilà. direct. Voilà. Parce qu'on est bien d'accord, tout ça, le but c'est à but non lucratif, hein, c'est vraiment pour soutenir les associations. Je disais tout Voilà. à l'heure, Fondation Sèvres, Fonds de dotation Pierre Rabhi et projet ex de la Maison de la Nature et de l'Environnement qu'il faut réhabiliter. Ok. Mais c'est vrai que c'est une conférence très attendue. Voilà, voilà, j'ai la pression, mais ça va bien se passer. On va faire en sorte que tout aille bien. Voilà. Alors, on voulait s'associer du coup à Planétaire et Miasme TV pour vous faire un petit cadeau et vous offrir 20 places pour accéder gratuitement à cette webconférence à distance via Vimeo. Donc 20 codes d'accès à cette conférence. Et le principe va être très très simple. Vous allez pouvoir liker sur le Facebook de Planétaire ou sur le Facebook de Miasme TV, ou voir même les deux, hein, parce que si vous allez liker sur les deux, vous allez cumuler vos chances. Et donc, on met en jeu 20 places et en fait on ouvre une place tous les 500 likes. Voilà. Donc si vous êtes que 500 à liker, il n'y aura qu'une place d'offerte. Si vous êtes 1000, il y en aura deux. Si vous êtes 1000, il y en aura 20. Et puis si vous êtes plus, on verra. Bon, en tout cas, Si vous le faites sur le Facebook de Miasme et de Planétaire, comme Antoine l'a dit, vous doublez vos chances de pouvoir gagner une place. Effectivement, tu fais bien de le dire, tous les 500 likes, il y aura d'un côté comme de l'autre, sur le Facebook de Miasme TV comme sur Planétaire, eh bien une place qui sera gagnée et 20 places sont mises en jeu comme ça. Donc, profitez-en, faites-le savoir parce que c'est pour une bonne cause en plus. voilà. Donc il vous reste moins de 4 jours hein, pour liker, parce que c'est le direct, c'est jeudi 27 à 20h30. Voilà. Voilà. Dépêchez-vous, on vous attend nombreux. Merci. Merci Planétaire. Alors, tu as d'autres projets et dont un scoop interplanétaire. Pour planétaire, c'est normal. Hein. C'est le cas, oui. Alors, le, À le- nous le annoncer. scoop que je vais quand même annoncer on va le dire, bon, c'est pas un secret pour les gens qui connaissent, qui sont proches de Planétaire, mais pour ceux à l'extérieur, bien ça, je vais peut-être les surprendre, mais nous sommes en passe de lancer, ça, on devait l'annoncer que pour le 27 avril, mais je préfère donner en même temps la priorité et la primeur à Miasme, euh, qui m'est très sympathique en même temps. On va lancer une école du développement personnel. Alors, j'aime pas tellement prononcer ce mot parce qu'il est un peu trop galvaudé, un peu trop surutilisé à chaque fois, mais ça va être une école voilà, pour son mieux-être à soi, personnellement, pour grandir, pour s'élever. Il y aura de tout, on essaiera d'étoffer le catalogue au fur et à mesure. Euh, il y aura certainement donc de la numérologie, de la lithothérapie et d'autres choses, notamment pour apprendre peut-être aussi du Reiki. Il y a un tas de choses au programme. Beaucoup sont en chantier actuellement, donc ça bouillonne au DS Studio puisque tout va se faire ici. Au DS Studio, on va enregistrer. DS Studio de Planétaire, financé par Planétaire aussi. On va mettre ça en place et normalement, le lancement devrait se faire d'ici le mois d'octobre, donc un peu après la rentrée. L'idée, c'est que Planétaire propose déjà des stages, des séminaires en présentiel. Mais c'est vrai on intéresse le bassin, si vous voulez, valentinois, drômois, hein, les gens de chez nous qui viennent au sein de Planétaire. On a plein d'ateliers réguliers comme ça, où les personnes, une fois par semaine ou une fois par mois, peuvent assister à des ateliers tout le long de l'année, pour apprendre la numérologie, la lithothérapie ou d'autres choses. Mais voilà, il faut être géographiquement proche de nous pour en bénéficier. Et du coup,
face à la demande de personnes qui viennent d'un peu plus loin, on s'est dit que ce serait sympa de pouvoir leur donner cet accès-là via une école virtuelle, donc par vidéo. Et puis, moyennant une contribution, accéder à un catalogue et puis acheter des formations, enfin, des formations, des séminaires, des ateliers, pour évidemment se, se découvrir soi-même. La numérologie permet par exemple de mieux se connaître, connaître les autres, etc. Il y aura aussi certainement, on est en train de le faire, en train de le tourner actuellement avec Rosé Gilles Gandhi, tout un séminaire qui va compter pas mal de modules sur un truc assez gros qui est l'énéagramme. L'énéagramme, c'est quelque chose de très particulier. Il y aura évidemment du teasing, il y aura des teasers et puis des conférences gratuites pour donner une porte d'entrée et faire découvrir aux personnes avant qu'elles puissent s'engager dans ces séminaires qui seront proposés dans le catalogue. Et au fur et à mesure, le catalogue s'étoffera selon le succès et l'accueil du public. Mais voilà, c'était le scoop de cette soirée. Antoine, je tenais à le faire parce que voilà, je trouve ça formidable de l'annoncer comme ça. Ah bah écoute, c'est vraiment très, très sympa de ta part. Et donc ça sera accessible à partir de quand, on va dire en ligne? Alors, on espère vraiment que les premières formations du catalogue, du tout frais catalogue, sortira, je pense, en octobre. Au pire des cas, ça sera légèrement décalé, mais ça devrait être autour de là. Ouais. Avant fin 2017, il y aura le site, un nouveau site sera lancé. Entendu. Ok. Bon, en tout cas, vous avez toutes les informations sur le site de Planétaire. Alors je répète, Planétaire, c'est Planété A, quoi, A avec deux I, Planétaire. Planétaire. Voilà. Voilà, vous avez toutes les informations avec toutes les conférences et la possibilité aussi de retrouver les vidéos Payante, etc. En replay. Et En puis, replay, il faut, ouais. faut aussi indiquer, c'est important, la webconférence de Pierre Rabhi et de Frédéric Lenoir le 27, il faut savoir qu'on a systématisé en fait les conférences en ligne en direct. Les personnes qui sont à travers la France, où qu'elles soient, peuvent suivre toutes nos conférences quasiment. Il y a très très peu de conférenciers qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas être filmés. Et on peut comprendre, il y a quelquefois une autocensure de la part de Planétaire. Je vais faire un point quand même là-dessus rapidement. Il y a par exemple un médium qui à un moment donné était venu faire du channeling, des contacts avec des défunts. Tu peux comprendre qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie non plus qu'on connaisse des détails. Ça parle de choses profondes, privées, etc. Bon, ces conférenciers-là, des fois, certains sont OK, mais c'est le public. Et quelquefois, c'est nous carrément qui mettons un veto, on va dire, par rapport au respect de l'humain. Parce que c'est avant tout ça qui compte. Donc, c'est pas toutes les conférences qui sont proposées en direct live, mais on va dire 90% des conférences qu'on propose sont systématiquement proposées en live. Donc, même ceux qui ne sont pas dans notre région ou près géographiquement peuvent suivre ces conférences le soir. Bon, entre regarder un film de série B, une série qu'on a déjà vue 1000 fois, ou La Petite Maison de la Prairie, rediffusion 1972e fois, eh bien, peut-être venir voir une conférence en direct, c'est sympa aussi. Quoi, ta petite maison dans la prairie, je sais pas. Hein, Ok. Bon, ben écoute, voilà, c'est noté, donc toutes les informations sur le site. Et puis, des conférenciers, il y en a de programmés jusqu'au mois de juin. Voilà. Alors aussi, grosse aussi conférence qui va se passer, alors ça aussi c'est peut-être un autre scoop, mais Jacques Martel, qui viendra donc le 9 juin 2017. Voilà, donc c'est aussi sur planétaire.fr. Voilà, on verra à ce moment-là, on en reparlera certainement. Les 5 étapes pour parvenir à la guérison. Tout à fait. Voilà. Espérons qu'il y a. Alors là, voilà, on va voir aussi. Je pense que ça sera certainement retransmis en direct aussi. Bah, ça tombe bien, on essaiera d'en reparler un petit peu avant. Voilà, on fera ça comme ça. Pas de souci. Ok Didier, bon ben écoute, je te remercie. Merci Et à puis, toi de m'avoir accueilli. Avec plaisir. Et puis encore une fois, hein, si vous voulez gagner une place pour assister via Vimeo à la conférence de Pierre Rabhi et de Frédéric Lenoir, voilà, vous likez sur la page de Planétaire ou de Miasme TV et puis on tirera au sort
tous ceux qui ont liké. On va recevoir On va le donner lien un le code. soir, un code d'accès Voilà. qui leur permettra Regardez de la vidéo. suivre la conférence en direct pour cette conférence exceptionnelle. C'est quand même pas tous les jours qu'on voit Frédéric Lenoir et Pierre Rabhi ensemble pour réenchanter le monde. Non, c'est sûr. En tout cas, c'est une très belle initiative, je te remercie. Et puis, je te dis à très bientôt. À bientôt, Antoine. Au revoir. Et écoute, ce que je te propose maintenant, Sylvano, c'est de recevoir notre ami Margret et notre amie Anne-Carna. Bonsoir Anne-Carna. Bonsoir Antoine. Ça nous fait plaisir de te voir sur notre chaîne. On sait que tu suis très régulièrement ce que nous faisons sur Miasme TV. D'ailleurs, tu es une des abonnés Tipeee. Et on t'a demandé de venir ce soir parce que tu vas réaliser ta première émission avec Margret la semaine prochaine. Oui. On va en profiter quand même pour saluer Marc. Salut Marc. Salut tout le monde, c'est moi qui accueille donc Anne-Carna pour la première fois. C'est une grande première mondiale. Bravo Anne-Carna. Du coup, tu l'accueilles dans quel cadre, Anne-Carna? Le cadre de ma chaîne Fun, Freedom UFO Network, donc où je fais des interviews assez à part, je dirais diversifiées, puisque le dernier c'était Eric Veil, donc, qui était psychologue clinicien et hypnothérapeute. On avait parlé de l'hypnose psychochamaниque, ça c'était le mois dernier, je crois. Au mois de novembre, j'avais interviewé en direct sur place, pas en direct, mais en tout cas 3 hypnothérapeutes de la méthode de Dolores Cannon. La fois d'avant, c'était Michel Rousseau, avec, sur le film Les Gardiens de la Matrice. Et la précédente, c'était avec Rachel Fortin, qui a fait connaître Rachel Fortin, effectivement, au grand public. Et les 2 premières interviews que j'avais faites sur Fun, c'était avec Marie Rodwell et Craig Campobasso. Donc voilà, totalement éclectique comme choix. Et là, avec Anne-Carna, en direct de Malaga, en tout cas, elle va nous parler. Alors, présente-toi, Anne-Carna, tu te positionnes comment par rapport à ce que tu nous offres? Tu es chercheuse de vérité, c'est bien ça? Bon, bah déjà, cette idée de vidéo, c'est toi qui l'as eue. Je t'en remercie. Ça permet de parler des éditoriaux de rock qui sortent dans son magazine déjà depuis l'apparition de son magazine, il y a déjà 15 ans. Et c'est vrai que moi, je suis une lectrice depuis le début. D'ailleurs, j'ai le numéro 1 ici. Voilà, de Top Secret. Ah, bravo. Oui, bravo, oui. Et c'est vrai que ce qui me plaisait le plus dans le magazine, eh bien, c'était les éditoriaux de rock. Donc, 15 ans après, ça me fait tout drôle de faire cette démarche. Donc, d'abord avec le blog que j'ai créé en Espagne, en espagnol, pour commencer à diffuser petit à petit les éditoriaux de rock nommés Capsules. Alors ton blog, Anne-Carna, s'appelle El Tiempo de la Revelación.com. Voilà, c'est ça. Donc en fait, tout ça en fait a commencé avec le livre de rock, La matrice artificielle. Et bon, c'est un livre que j'ai adoré, donc j'en ai fait part à Rock, et du coup, je lui ai même proposé de traduire son livre. Et lorsque je lui ai proposé ça, on s'est téléphoné, et il m'a proposé en fait d'y aller doucement et plutôt de diffuser ces éditoriaux en Espagne pour voir un petit peu les réactions ici, un petit peu tout ça. Et l'idée m'a plu et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de créer le blog qui est associé à une page Facebook. Voilà. Donc maintenant, ça fait 1 an de ça. On a publié à ce jour 18 capsules. Voilà. Je suis assez contente du résultat.
hein, puisque il y a quand même des abonnés, des gens qui suivent. Je sens quand même qu'il y a de l'intérêt. Voilà. Est-ce que toi, tu arrives à percevoir un petit peu l'impact du magazine de rock en Espagne? Est-ce que tu sais si il est diffusé déjà, s'il y a beaucoup de lecteurs voilà. Est-ce que tu as un petit peu cette notion? Non, le magazine, il n'est pas diffusé, hein. Mais justement, je pense que en propageant un petit peu les capsules, c'est aussi de voir un petit peu, de tâter un petit peu le terrain ici en Espagne, voir s'il est possible d'éditer déjà le livre, voir s'il y a des gens, s'il y a un intérêt, voilà. En fait, le but, c'est déjà ça. Le magazine, je ne sais pas si Rock a cette idée-là ou pas. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est bête, parce que bon, comme je suis française et espagnole, j'ai beaucoup d'amis français, et je me suis dit, c'est bête que les éditoriaux de rock n'existent pas en français sur le net, hein, bien sûr, puisqu'ils existent dans le magazine. Et je pensais qu'en un an, quelqu'un aurait l'idée de le faire, et en fait, bon, ben, il n'y a personne, et je me suis de nouveau proposé de faire le blog en français. Il existe, ça y est. Il s'appelle Le Temps de la Révélation. D'accord. Associé également avec une page Facebook. Alors Marc, du coup, tu vas interviewer Encarna la semaine prochaine. Ça sera diffusé quand et à quelle heure? Jeudi soir à 21h, hein, il me semble. C'est bien ça. En même temps que nous, quoi. Comme ça on ne pourra pas regarder. Il y aura Pierre Rabhi, il y aura Encarna, il y aura. C'est tout jeudi soir 21h. Génial. En même temps. Tu vas avoir une grosse concurrence, Marc, jeudi soir. Heureusement que tout est en replay. Ouais. De toute façon, ça ne sera pas un direct. Hein. Oui. Bon, Marc m'a beaucoup aidé, hein, dans cette interview quand même, hein. J'ai complètement décapsulé Encarna pendant les interviews sur les éditos de rock. Parce qu'on a parlé des premières 7 capsules. On ne veut pas en savoir plus, Marc. Et l'interview d'après, en fait, abordera les 6 capsules suivantes, de la 8e à la 13e. Ah d'accord, ça va être une série, donc au moins 3 séries, vu que là, il y en a 18, c'est ça? Pour l'instant, on en fait 2. On va voir comment réagit le public. Si ça intéresse, on va faire la suite, effectivement. D'accord. Bon, en tout cas, c'est une très très bonne idée de partager ça en vidéo. Voilà, j'espère que ça va attirer du monde côté français, voire côté aussi espagnol, hein, pour ceux qui auront la possibilité de voir cette vidéo. Et puis c'est vrai que c'est très bien de faire un focus sur les éditos de Top Secret. Je sais que Sylvano, c'est la première chose qu'il lit dès que le nouveau Top Secret est pareil. C'est ça, Sylvano. Il n'y a vraiment pas photo. Oui, c'est exactement ça. C'est la perle du magazine. Alors, Encarna, raconte-moi, en Espagne, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a des Marc Gray, des Rock Soccer, des Antoine Station? Il y a du monde, oui. D'accord. Ils parlent de la même chose que nous? Ou ils sont plus aidés parce que l'Amérique du Sud, Mexique, Brésil, Pérou ont plein de publications sur l'ufologie, les émissions télé, et puis ils s'appuient là-dessus. Enfin, Brésil, non, c'est portugais, pardon. Ou alors c'est vraiment des recherches espagnoles, des chercheurs espagnols? Non, il y a des chercheurs espagnols, hein. Il y a vraiment des chercheurs de vérité espagnols, et qui sont très intéressants. Mais c'est incroyable, je vis ici, mais j'ai quand même toujours une attache, toujours un lien avec la France. Oui, c'est normal. Voilà, et en fait, je vois que ça continue, il y a comment expliquer, quand j'ai quitté la France, ma petite nostalgie, c'est que je me disais que il y a en France, je crois qu'il y a en France quelque chose qu'il n'y a pas ailleurs. Il y a une clé en France. C'est ce que je ressens. Et comme par hasard, je suis là en Espagne, j'ai rencontré certains chercheurs de vérité ici,
Mais je reviens à mes amours. Toujours, je reviens vers la France. Et c'est ce que je ressens. Je crois que tu as raison. Par contre, on va bien parler de ces expériences ufologiques aussi à Espagne. Donc, on a commencé l'interview par ces observations. On ne va pas en dire plus, mais en tout cas, je vous laisse découvrir ça jeudi. Il y a quand même pas mal d'activités en Espagne. Ah oui. Bah, oui, surtout, enfin, pour moi, ce que j'en sais, sur les Canaries, c'est énorme. Ouais. Ici aussi. Hein. Ah oui, Malaga, oui, c'est énorme. Le sud de l'Espagne, il y a des passages. À mon avis, il y a une base pas loin sous-marine. Voilà. Il y a un bon nombre d'ovnis et de doani qui doivent être observés. D'ailleurs, il y a quelques associations ufologiques du coin régional qui en parlent. Ben voilà. Eh ben, on verra cette émission jeudi avec grand plaisir. Et les suivantes aussi. Bon, merci à tous. Hein. Merci Encarna. Merci Encarna. Hasta pronto. Ok. Bon allez, on va juste finir donc avec ta deuxième émission de la semaine prochaine sur le projet Camelot, Marc, et puis après on va vous libérer. Effectivement, mercredi soir, je recevrai en direct Eve Lorgan, qui est une hypnothérapeute en direct de la Caroline du Nord à Asheville, aux États-Unis, qui va nous parler des modèles d'interférence hyperdimensionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, et également le terrain de guerre spirituelle, c'est toutes ces relations amoureuses avec effectivement les abductions militaires, les interférences dans les abus rituels. Elle a des clients de tous horizons, mais qui sont principalement traumatisés par ces rencontres interdimensionnelles avec ces êtres qu'on a décrits dans plein d'émissions sur les abductions, donc une qui va sortir bientôt, et dans tout ce qui est traumatisme paranormal, en tout cas. Et elle va nous donner, parce qu'elle a fait un livre qui est très intéressant, qui s'appelait Le côté obscur de Cupidon, donc où elle parle d'histoires d'amour surnaturel, du vampirisme psychique et énergétique, dans les relations amoureuses. Donc c'est très intéressant, on va parler aussi de ça. Donc c'est pas 50 nuances de Mark Gray, hein, c'est plutôt 50 nuances d'Eve Lorgan dont on va parler, mais avec des histoires d'extraterrestres, d'êtres interdimensionnels, de vampirisme psychique, etc. Donc on va parler de pas mal de choses. Et ce qu'il faut faire pour s'en débarrasser également. Voilà, on va parler de la guérison, de l'intégration, la purification de nos psychismes et des gens qui sont bien atteints par ce genre d'expérience, en tout cas. Ok, ça sera diffusé mercredi, c'est ça? En direct mercredi soir, 21h, sur le projet Camelot. Vous pouvez voir le lien sur ma page du projet Camelot et un peu partout sur Facebook. Hein, donc voilà, ça va être super intéressant. Mais en anglais. Et vous êtes les bienvenus pour me poser des questions en direct ou alors avant, si vous voulez que je les pose à Eve. Il n'y a aucun souci, je suis ouvert à tout. Eve qui a suivi pas mal de conseils avec Corrado Malanga d'ailleurs. Elle a étudié sa méthode, elle l'a appliquée. Donc elle est plutôt là-dedans, en tout cas dans tout ce qui est parasitisme psychique, des abductions. Mais ça va encore plus loin que simplement le côté alien de la chose. Ils ont même failli faire des recherches ensemble. Et ça s'est pas fait. Oui, ils ont échangé pas mal de choses avec le traducteur de Corrado. Tout à fait. C'est le programme de la semaine prochaine. Il est chargé. Ok, entendu. Oui, voilà. Donc on en reparlera. Donc des 2 prochaines interviews avec Encarna. La prochaine, c'est jeudi prochain. Et la deuxième partie des capsules, ça sera le jeudi d'après. Voilà, juste pour à l'avance vous donner l'agenda des interviews avec Encarna. Impeccable, Marc. Donc Encarna, merci d'être passé. Vraiment, ça a été un très grand plaisir de te rencontrer en face. À bientôt. À très bientôt, les amis. À bientôt. Ciao. Ciao. Et puis nous, on va accueillir notre ami Mister Big Zob. Bon, j'aimerais pas t'appeler comme ça. Aïe.
Mais c'est comme ça que t'apparais à chaque fois quand tu te connectes. Pourquoi là je suis pas. Ah ouais, je me suis trompé de. Ah bon. Ah bah, C'est c'est toujours toujours comme ça. MC Big Zob. Ah mince, tu vois, je me suis trompé On de voit pas compte. qu'il finit Désolé, par s'amuser chaque fois que t'arrives. j'y ai pas pensé tout simplement. Vous allez bien tout le monde? Ouais, impeccable. Et toi, Dino, donc ça fait 3 semaines là qu'on t'avait pas vu. C'est ça, bah, ça parce y est, que moi t'es- j'arrive avec la neige fondue, tu vois. Ça y est, il n'y a plus de neige, il commence à faire beau, le soleil s'est pointé. On peut dire qu'il commence à faire bon au Canada. Doucement, doucement. Oui, alors comment ça s'est passé ton spectacle? Ça va, bah écoute, c'était un petit comité, c'était pas un gros spectacle, mais nous, ça nous a fait plaisir, ça nous a dérouillé un peu, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas joué. Puis ça nous a permis un peu de se dérouiller, puis de mettre un peu en pratique ce qu'on a travaillé ces quelques semaines. C'était sympa. Ok. Bon, en tout cas, tu n'as pas été complètement absent hein, parce que on avait intégré dans la fameuse émission du 1er avril les 2 chansons que tu nous avais interprétées a cappella avec Lily et qui étaient plutôt sympa. Mais écoute, tiens, en parlant de Lily, ce que je te propose, c'est que on enchaîne directement avec elle sur une émission que j'ai enregistrée cet après-midi avec Lily, et puis ensuite on va finir l'émission avec toi. Ok. Bonjour Lily, Salut Antoine. comment vas-tu? Bah super bien. Ça va super bien. J'ai vu l'émission la dernière fois et il y avait Rock qui avait réagi par rapport à un de mes propos sur le fait d'être en joie et que c'était important la joie. Et je voulais juste préciser que je suis tout à fait d'accord avec lui sur le fait qu'évidemment il est très important de dire la vérité aussi, quoi. Voilà. Et que on peut pas vivre au pays des bisounours, hein, c'est pas l'idée. Mais que bien qu'on apprenne des vérités difficiles, justement la joie est un outil formidable à déployer pour pouvoir ensuite dépasser ces vérités parfois un peu difficiles, un peu traumatisantes, quoi. Voilà. Finalement le mieux ce serait peut-être de dire la vérité dans la joie, comme ça tout le monde serait servi. C'est vrai, mais il y a des vérités là, en l'occurrence c'était par rapport aux puces RFID qui sont rarement joyeuses à annoncer, quoi. C'est sûr. Alors en parlant de vérité, tu te rappelles, je t'avais aussi posé une question la semaine dernière sur ta véritable nature de vénusienne. Tu avais préféré laisser planer le doute, mais aujourd'hui finalement tu souhaites y revenir dessus. Bah oui, parce que en fait, il y a quelques réactions aussi qui sont là sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Voilà, l'idée c'est pas de créer la confusion chez les gens, hein. C'est pas mon objectif en fait. Donc j'ai eu envie aujourd'hui effectivement de faire une chronique pour répondre à ça, tout simplement. Donc suis-je vraiment une vénusienne? Alors, es-tu vraiment une vénusienne? Eh bien, la réponse arrive. Mes chers amis terriens, je voudrais aujourd'hui répondre aux premiers commentaires qui ont été déposés suite à mes interventions. Certains me demandent si je suis vraiment une vénusienne, et je souhaiterais leur donner réponse ici à l'occasion de cette nouvelle chronique. Si vous le voulez bien, pour répondre à cette question, j'aimerais qu'on s'interroge, qu'est-ce qu'au juste une vénusienne ? D'abord, je voudrais dire qu'à chaque fois que nous employons un mot, nous faisons appel aux symboles. Les mots précisément sont des symboles, c'est-à-dire qu'ils sont des unités de sens qui nous permettent de penser le monde. Ce sont des images mentales, des représentations qui segmentent une réalité vaste et imbriquée. Le langage, d'une certaine manière, structure le réel. Par les significations que les mots portent, nos langages conditionnent notre vision du monde et modèlent nos croyances. Ainsi que ce que l'on voit bleu est en réalité une onde lumineuse oscillant sur une fréquence spécifique. Le cerveau humain ne fait qu'interpréter, puis donner forme aux informations qu'il perçoit du monde extérieur. Alors, qu'est-ce donc que de se déclarer vénusienne, si ce n'est de convoquer un symbole? N'est-ce pas là une forme créée par le mental, voulant appréhender le monde? N'est-ce pas là un archétype, comme il en existe 1000 dans votre monde, pour rendre compte d'une réalité inaccessible? Mais quel est donc ce symbole, me demanderez-vous?
Vénus, c'est évidemment la deuxième planète après le Soleil. La deuxième après Mercure, symbole du masculin sacré. Mercure alias Hermès, l'alchimiste. La deuxième planète donc, comme le second élément de la création, le principe alchimique féminin, incarné par la déesse romaine Vénus, parèdre du dieu Mercure, justement. L'un et l'autre forment le couple divin dont la synthèse conduit à l'alchimie ultime. Ils sont les deux principes de la création qui, ensemble, régissent la création. Mais Vénus, c'est aussi la fameuse étoile du berger. On l'appelle ainsi car elle apparaît toujours la première dans le ciel du soir et toujours la dernière dans le ciel du matin. Elle est l'astre le plus brillant après le soleil et la lune. Les bergers pouvaient s'orienter facilement en la voyant. Le soir, elle est toujours à l'ouest, le matin, toujours à l'est, comme le soleil. Ainsi, Vénus est le guide de la nuit qui relaie le soleil jusqu'au matin. Associée au crépuscule et à l'aube, elle est l'alchimiste qui permet de faire la jonction entre le jour et la nuit. Elle est la maîtresse des cycles, comme les femmes et la lune. Celle qui transmute les énergies célestes pour leur donner corps dans la matière. Vénus est fécondité et gestation, elle ouvre les portes de l'inconscient, de l'intuition, et elle met en lien avec les énergies telluriques. Elle est la porte qui conduit au monde d'en bas. Je dis le monde d'en bas, mais je ne dis pas le bas astral ni ce que vous appelez communément les enfers. Je parle du monde d'en bas, qui selon Hermès Trismégiste est comme celui du haut. Le monde d'en bas, c'est le monde sacré qui est en charge de la matière. Celui qu'explorent vos chamans et que vénéraient vos païens, vos sorcières ou vos hommes préhistoriques. Vénus est ainsi celle qui ouvre le passage entre les mondes et qui nous accompagne dans l'au-delà de la nuit, de la mort. Elle nous guide jusqu'à notre résurrection, jusqu'à celle du soleil, puis disparaît du ciel lors de sa renaissance quotidienne. Chez les Romains, avant Jésus-Christ, Vénus portait le nom de Lucifer. Le mot Lucifer est fortement connoté pour la plupart d'entre vous, et souvent vous pensez au diable quand ce mot est évoqué. Cela justement doit nous interpeller. En latin, Lucifer signifie celui qui apporte la lumière, ou encore le porteur de lumière. Il est intéressant de rappeler que dans vos écrits bibliques, Lucifer était avec Michaël, l'un des deux anges venus ensemencer la terre. Précisément, Lucifer symbolise le principe féminin, au même titre que Michaël, qui veut dire en latin « celui qui est comme Dieu », symbolise le principe masculin. Ainsi, tous deux sont venus enfanter la vie sur terre. Michaël, fidèle à son principe masculin, voulait revenir au ciel et ainsi mettre fin à l'expérience de vie. Lucifer, fidèle à sa dynamique féminine, voulut rester sur terre pour poursuivre la vie, l'expérience. Voyez comme les symboles sont clairs et évidents. On retrouve d'ailleurs encore ce symbole à travers le serpent de la Genèse, le serpent tentateur qui incite Ève à croquer le fruit défendu, le fameux fruit de la connaissance. Que vous raconte encore cette histoire, si ce n'est celle du principe féminin qui engendre encore la chute dans la matière? Qu'est-ce que goûter à la connaissance, si ce n'est précisément que de venir faire l'expérience ici de qui vous êtes véritablement? Connaître, c'est naître avec. Naître, c'est entrer dans la matière, faire l'expérience de vie. Il s'agit de naître à soi-même avec la vie, en même temps que la vie naît à travers nous. Ainsi, Vénus est Lucifer, la puissante force de vie qui a précipité les hommes dans la matière. Elle est Lilith, la femme primordiale, celle d'avant Ève, insoumise, vierge, au véritable sens du terme, ça veut dire pure et inviolable. Vénus représente toutes les femmes de l'histoire, celles qui portent le secret de la vie, la force du lien, du foyer. Celles qui sont les héritières de cette puissance si entière qu'on a voulu 1000 fois les approprier. Vénus, c'est aussi la déesse de l'amour et de la beauté, l'archétype féminin renvoyant à l'amour charnel, maternel. Déesse de la beauté et donc reine de la création. Car qu'est-ce que cette beauté à laquelle on fait référence ici? Il s'agit de la beauté de la création qui, telle une loi, à travers le nombre d'or, définit la juste proportion, le principe d'harmonie. Vénus
Et le principe vibrant qui organise la matière, elle est le désir. Cette vie qui pousse, ce désir de lien, cette joie d'aimer et d'offrir, de se donner tout entier à l'expérience de vie. Vénus, oui, c'est la femme dans toute sa puissance créatrice, dans son impulsion originelle. Voyez comme la tyrannie de la pensée non équilibrée, emprise par la domination du masculin, a conduit vos sociétés à diaboliser ces archétypes et ces symboles qui figurent le féminin sacré. Voyez comment la méconnaissance de vos symboles et archétypes enferme parfois vos raisonnements. Le féminin, ça crée. Voilà en vérité la magie de ces symboles si riches qui vous ont été laissés en héritage. Enfants de la terre, vos langages, vos mythes, vos archétypes portent une sagesse profonde. Les aborder avec approximation, sans les étudier longuement, c'est ainsi se priver des enseignements puissants qu'ils réservent aux plus assidus apprentis. Ainsi vous mélangez les concepts, ainsi vous devenez vulnérable à la désinformation et aux amalgames. Vénus incarne le féminin dans sa puissance de vie en lien avec la sexualité, la matière. Elle est connue sous le nom d'Aphrodite chez les Grecs, ou sous celui d'Isis en Égypte. Notez d'ailleurs la parenté entre les représentations d'Isis et celles de Lilith, qui sont chacune ailées et accompagnées d'une chouette, cette clairvoyante nocturne qui voit clair au milieu des ténèbres. Nombre de vos croyances vous ont conduit à confondre cet univers féminin avec celui des enfers. Et vos sociétés ont fait de la mère sacrée une succube prostituée, malsaine et pécheresse. Comme elles ont condamné l'expérience à l'ultime calvaire plutôt que de vous autoriser à vous réjouir de la vie. Ainsi, mes chers amis, voilà ce que je suis vraiment, ce symbole, cet écho à qui vous êtes vous-même. Je suis une porteuse de vie, emmenée par mon désir de vibrer l'amour au plus profond de mes atomes. Mon vœu le plus cher est que chacun puisse faire l'expérience de la communion, du partage, cœur à cœur. Mon vœu est de vivre la rencontre de mon être véritable avec l'autre véritable. Ainsi, à mes yeux, nous pourrons mesurer l'infinie générosité de la vie et embrasser la véritable magie du réel. Alors, c'est vrai que ton texte est très surprenant, Lily, parce que pour le coup, moi j'apprends en t'écoutant que Vénus était appelée par les Romains Lucifer. Et alors là, j'imagine déjà de suite ceux qui sont en train de nous regarder, oh là, Lucifer, le diable, Satan, etc., amalgame. Donc, réécoutez vraiment ce que vient de dire Lily depuis le début. Elle vient de condamner ceci, c'est-à-dire les amalgames. Effectivement, Lucifer, ça je savais que le terme latin c'était porteur de lumière, donc attention à pas tout confondre. Et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de voir la chose de ce point de vue, parce que ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle la diabolisation de la femme, du féminin sacré, remplacer un univers matriarcal par un univers patriarcal, etc. etc. Bah, c'est exactement ça, hein, en fait, depuis ce qu'on nous raconte, depuis qu'on est imprégné dans cette culture. Donc oui, il suffit d'aller voir sur Wikipédia. Hein. Enfin, je veux dire, il n'y a pas besoin d'avoir une encyclopédie pour savoir que Vénus s'appelait Lucifer et qu'elle a été longtemps appelée comme ça. Je précise aussi que dans la Bible, dans certains textes, à certaines époques, on mentionnait le Christ comme étant Lucifer lui-même, hein, parce que Lucifer est un mot aussi, tu vois, c'est un mot. C'est au-delà d'un nom, c'est un mot. Et par ailleurs, c'est au IVe siècle après Jésus-Christ que les premières mentions, associations de Lucifer avec Satan, qui est une figure très différente et qui n'a rien à voir, et que la confusion a commencé à être faite. Voilà, mais ce sont des époques différentes de récits, avec des symboles différents, et il y a un moment donné, dans le syncrétisme, où on a tendance à tout écraser et à dire « Ah bah oui, c'est la même figure », bah non, il y a bien une différence entre Satan et Lucifer, et malheureusement, Lucifer, c'est le féminin, quoi. Voilà, c'est ça que, en tout cas, je défends comme idée. Et je crois que ça me paraît très clair et très simple, en fait, hein, à observer. C'est ça. Donc voilà, si vous n'avez pas tout compris, réécoutez et vous allez voir, c'est très simple, très clair et très limpidement expliqué.
En tout cas, Lily, je te remercie pour cette troisième chronique de sagesse de Vénusienne. Et puis on t'attend la semaine prochaine pour la suite. Eh ben, merci beaucoup. Merci à toi, Antoine. Merci à vous tous. Donc voilà, À bientôt. c'était Lily avec sa troisième saga de sagesse de Vénusienne. Alors, Dino, ce soir, tu veux nous parler de quoi? Tu veux nous parler de choses relativement étranges d'ailleurs. Ouais, ben en fait, je veux parler de BNI. Alors, je sais pas si tu sais ce que ça veut dire. C'est tout simplement bruit non Banque identifié. nationale. Tout simplement bruit non identifié. Et en fait, ces bruits-là, il y en a de partout dans le monde. On en retrouve dans le ciel, dans les forêts, dans les océans, dans les grottes. Ça regroupe à peu près tous les pays. On voit des milliers de vidéos sur YouTube défiler. Alors, il y a à boire et à manger là-dedans. Il y a beaucoup d'hypothèses pour les expliquer. Par contre, il n'y a personne aujourd'hui qui est capable de dire ce que c'est réellement avec des preuves à l'appui concrètes, etc. Donc moi, je voulais faire comme une espèce de petit éventail de tout ce qui se dit là-dessus, en fait. Puis, sachant qu'au Québec et au Canada, et ça se passe assez régulièrement. C'est un phénomène qui est pas vieux, en fait. Il y a une quinzaine d'années, une dizaine d'années, on n'en entendait pas parler, en fait. Ça fait peut-être un gros 10 ans maximum qu'on en entend parler. Je sais qu'en Afrique du Nord, on en entend aussi pas mal. Par contre, en France, moi, j'en ai pas entendu parler, Sylvano. Si, également. Possible. Oui, partout. Comme dit Nino, c'est partout. Non, Ok. vraiment. Bon, écoute, vas-y, Dino, fais-nous ton tour d'horizon. Alors, voilà. Donc, en gros, j'ai pas vraiment fait de classement. Je vais juste en parler. Alors, à peu près avec les explications naturelles, ensuite les explications humaines, puis après, ce qui reste, en gros, donc c'est un peu le surnaturel, entre guillemets. Mais je vais un peu mélanger tout ça. Donc, une des premières explications, ce serait en fait la constellation, le système solaire, en fait, qui ferait vibrer la Terre. Une sorte de vibration qui émettrait des sons. Alors, ça les émettrait pas partout, ça les émettrait dans certaines parties de l'hémisphère en fonction de différents paramètres. On peut aussi lier, en explication un peu stellaire, il y a les tempêtes solaires ou dites éruptions solaires. Les éruptions solaires, en fait, elles pourraient faire comme un dérèglement dans le flux électromagnétique, etc., qui créerait des bruits, certains bruits. Mais d'ailleurs, le bruit le plus commun, enfin les deux bruits les plus communs qu'on entend, qu'on voit même sur YouTube, ce serait comme une espèce de boom. Donc soit des bolides qui démarreraient ou des astéroïdes qui rentreraient dans l'atmosphère, ou alors carrément des bruits de trompette. Alors ça, par contre, ça fait longtemps qu'on connaît cette histoire-là. Je veux dire, même dans les religions, etc., la Bible, dans la Torah, on en entend parler. D'ailleurs, si tu veux bien mettre un des bruits que je vais t'expliquer, c'est le bruit justement des trompettes, entre guillemets. C'est ce bruit un peu étrange, assez fort en fait. Ces bruits de trompette aussi, donc on entend parler, comme je disais, dans la religion, dans la Torah également. C'est Yaakov qui en parle, un certain Yaakov. C'est les trompettes de l'archange Michael qui annoncerait le shofar. Alors le shofar, ce serait une sorte de fin du monde en fait, une apocalypse entre guillemets. Il y a également dans la mythologie germano-scandinave, ça s'appelle j'ai du mal à le prononcer, Gjallarhorn, je crois. Ce serait le corps d'Emdal, et ça annoncerait le Ragnarok. Donc c'est un peu comme dans la Torah en fait. Après, il y a aussi des explications scientifiques. Il y a les infrasons que simplement la Terre va émettre d'elle-même en fait, des phénomènes naturels qui émettent des infrasons. Et ces infrasons, il y a une certaine longueur d'onde qu'on est capable d'entendre nous autres. On en entend très très peu. Donc il faut s'imaginer que les animaux, les plantes, etc., ressentent bien plus ces sons-là que nous. Donc nous, ce que je voulais expliquer, c'est que nous, on n'entend que les trompettes, éventuellement des booms, mais en vérité, il y en a énormément plus des sons qu'on n'est juste pas capable, nous, d'entendre. Mais certains appareils peuvent les prendre
c'est un peu par rapport, mais c'est juste pour expliquer, dans les fonds marins, des fois, il y a des sons que certains sonars sont capables de récupérer, qui sont très étranges. Alors, on se demande si c'est des bestioles, style grosses baleines, etc. Mais des fois, ils font des calculs par rapport au le bruit, quel volume pourrait émettre ce son-là. Puis des fois, c'est des choses monstrueuses, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Les variations, c'est ça, je voulais parler, donc c'est ça en gros, les variations géomagnétiques. Donc ça peut être, tout est pris là-dedans, ça peut être des tremblements de terre, des éruptions volcaniques, des tsunamis, etc., etc. Ce qui, en gros, les explications, il y a plusieurs scientifiques, notamment un Azeri, quelqu'un d'Azerbaïdjan, qui dit lui que ça pourrait être l'effet de la dérive des pôles en fait magnétiques. La dérive des pôles magnétiques ferait qu'il y aurait ces craquements entre guillemets soit de la Terre ou soit des champs d'ondes qui feraient que ça crée ces bruits-là un peu étranges. Après, donc, il y a tout ce qui est explication un peu paranormale, bien évidemment les extraterrestres ou l'armée via des expérimentations aériennes, etc., ou aéronautiques, qui pourraient être liés là-dedans, qui pourraient avoir fait quelque chose. J'ai vu aussi qu'on parle du projet HARP par le phénomène d'onde. Donc après, est-ce que ça explique réellement? J'en sais rien. Moi, je fais juste, comme je disais, énoncer. On parle aussi du projet Bluebeam. Mais là, ce serait dans le sens un fake qu'on essaierait de diffuser au maximum. Dans le sens que sur YouTube, on mettrait toutes sortes de sons sur des images pour faire croire qu'il y a des sons qui se passent dans le ciel, etc. Pour cacher les vrais sons qui, eux, annonceraient, alors comme j'expliquais tantôt, mettons dans les religions, les trompettes de l'apocalypse, en fait. Ça annoncerait une catastrophe imminente ou quelque chose comme ça, entre guillemets. Voilà, donc les explications, donc le fake, là, c'est ce qu'on voit le plus, c'est ce qui est le plus probable, selon moi, hein. Ce serait des films YouTube, tout simplement. On irait récupérer des scènes précises dans des films où il y a des sons très bizarres, puis on colle ça avec quelqu'un qui va se promener dans la forêt. Et en plus, en faisant cette chronique, j'en ai regardé beaucoup sur YouTube, justement. Et c'est assez marrant. Il y en a, on voit que c'est vraiment clairement mal fait. Les personnes jouent mal le fait que, oh tiens, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est bizarre, il y a un bruit. Enfin bon. Donc après, c'est difficile de décortiquer là-dedans. On n'a pas vraiment de preuves matérielles en tant que telles. Donc c'est un peu gonflant, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est toutes les explications qu'on a derrière. Des preuves, si, il y en a quand même, à partir du moment où ça commence à arriver dans les journaux mainstream. Alors, justement, je ne sais plus si c'était en Turquie ou dans un des pays d'Afrique du Nord, où il y avait eu un son comme ça qui avait duré 48 heures, et c'était tous les habitants de plusieurs villages et villes qui l'entendaient très clairement. Et là, ça avait fait la une des journaux du coin, et c'était tout juste arrivé jusqu'à nous. Donc il y a quand même un certain nombre de preuves sur ces bruits-là. Et Sylvano, toi, je suppose que tu en as aussi tout un tas à ton actif de preuves sur ces phénomènes. Preuve, qu'est-ce que tu entends par preuve? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils disent dans les journaux mainstream? Non, il parle de la présence du bruit, parce que Dino disait qu'il y avait beaucoup de fake là-dessus, de gens qui s'amusaient avec des grosses enceintes à faire du gros bruit comme ça. Écoute, moi, pour en avoir entendu un bruit de ce genre, c'est assez surprenant, et je peux te dire que tu sais absolument pas d'où il vient. Quelqu'un qui utilise une photo ou quoi que ce soit, tu as l'origine du son, tu t'approches, ça s'éloigne. Là, tu as beau t'éloigner à droite, à gauche, derrière, devant, le bruit reste pareil. Il n'y a pas de variation de bruit et tu es complètement incapable de orienter ce bruit, de savoir vraiment s'il vient du ciel ou pas. Il y a plein de vidéos sur YouTube, comme dit Dino. Effectivement, les plus véridiques, c'est que tu sens que tu ne sais pas d'où ça vient. Les bruits, c'est un petit peu les mêmes. Il y a aussi des bruits, par exemple, dans des forêts complètement isolées de tout, dans des pas au pôle Nord, mais dans des endroits, tu vois, il y a beaucoup de neige, où il n'y a rien, et puis il y a des bruits qui arrivent. Donc c'est fortement surprenant, et effectivement, bien malin, quelqu'un qui pourrait aujourd'hui donner une explication rationnelle à ce genre de bruit.
Mais après, moi, je remettais pas en doute toutes les vidéos. Ce que je voulais dire, c'est que dans le tas, il y a très peu de concret, quoi. C'est ça, je veux dire, il y a très peu de concret. Mais moi-même, j'ai expérimenté, ben, j'en parlerai à la fin, mais moi-même, j'ai expérimenté ce genre de bruit un peu étrange. Et c'est ça. Donc, en fait, on pourrait aussi associer à des machineries humaines, de grandes machineries humaines. Donc, quelle sorte de machinerie, on ne sait pas. Sur les forums, sur Internet, on parle peut-être des grandes machines d'usinage de métal, etc., d'acier, de grosses roches. Bon, après, c'est un peu tout et du n'importe quoi mélangé. Moi, j'aurais tendance à penser, bon, c'est un peu rigolo mon histoire, c'est parce qu'ici au Québec, il y a beaucoup de neige, et donc quand on habite en ville ou même quand on habite dans les villages, il y a forcément des grosses déneigeuses qui viennent travailler pour enlever la glace ou la neige. Et c'est arrivé régulièrement que les nuits de déneigement, on entend des bruits atroces la nuit, en fait. Et pour expliquer un peu ma petite hypothèse à moi, c'est que régulièrement, en fait, la ville a besoin donc de déneigeuses supplémentaires et de déneigeurs des particuliers, entre guillemets, des gens qui sont privés, qui viennent simplement avec leur petite machine pour faire le déneigement. Et régulièrement, ils sont obligés de les réparer. Puis il y en a souvent qui ne sont pas réparés. Et quand ils raclent la neige avec leur machine en métal, on entend un bruit énorme de métal qui grince sur la glace, et ça fait un bruit monstrueux, comme on entend dans les vidéos en fait. Et comme c'est la nuit, qu'il est 3 heures du matin, c'est le seul bruit qu'on entend, et que c'est dans la ville endormie, ben ça résonne. Et justement, on capte absolument pas de quel côté ça vient, de quelle rue, si c'est de quel quartier ou de tel autre quartier. Et pourtant, on entend un bruit atroce, monstrueux, en fait, le même genre de bruit qu'on entend, en fait, qui est assez étonnant. Alors, moi, j'ai pas eu de phénomène paranormal, entre guillemets, c'est plus un bruit qui vient de la ville qu'on n'est pas capable d'expliquer. Moi, je l'explique, c'est une déneigeuse qui racle la neige. Après, il y a des moments où il n'y a pas forcément cette configuration-là qui explique, qui peut décrire le bruit, entre guillemets. Pour conclure aussi, je voulais parler d'un phénomène qui s'est passé au mois de janvier, fin janvier, début février, en fait, du 27 janvier au 4 février. C'est des bruits dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. Ça a duré plusieurs jours. Et beaucoup de témoignages l'ont perçu comme des gros booms, en fait. Des choses qui sortaient peut-être de l'atmosphère ou qui arrivaient à une vitesse supersonique ou qui démarraient à des vitesses supersoniques. J'en parle parce que ça s'est passé pas loin de chez moi. Et la thèse des astéroïdes n'est pas écartée. Des petits astéroïdes qui auraient pu rentrer ou des étoiles filantes qui auraient pu faire pas mal de bruit, en fait. Parce que c'est pas mal comme un bruit d'explosion. Certains scientifiques l'expliqueraient peut-être par certains phénomènes météo, des orages un peu spéciaux. Notamment, ils expliquaient que le froid, quand il fait très froid dans le ciel, avec les variations d'humidité, etc., ça pourrait créer des bruits un peu étranges. Alors, peut-être pas jusqu'à se faire un boom comme ça. C'est une des explications qui a été sortie, en tout cas. Il n'y a pas eu de tremblement de terre constaté dans le coin, de phénomènes dits géomagnétiques un peu étranges ou quoi. On n'en a pas recelé. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas eu. Il n'y a pas eu d'exercice militaire non plus, ce qui aurait pu expliquer, je sais pas, des avions de ligne, des avions de militaires supersoniques ou quoi. Voilà, enfin, en tout cas, pour dire que le phénomène existe, j'en suis certain. Après, il faut trier là-dedans. Il y a de tout, quoi. Il y a de tout. Donc, bon, effectivement, voilà, faut trier. Il y a des bruits inexpliqués qui peuvent l'être en cherchant bien, et il y en a d'autres où tout simplement, comme le décrivait Silvano, t'as beau t'éloigner, te rapprocher, le bruit, il est omniprésent et on n'arrive pas à déterminer la source. Et là, c'est un peu plus inquiétant. Ok, alors moi je voulais juste conclure à l'état chronique par le passage de Révélation d'Apocalypse chapitre 8 versets 1 à 6 qui je trouve va très bien finir cette chronique. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint, et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. Alors de la main de l'ange à la face de Dieu monta la fumée, parfum des prières des saints. L'ange saisit l'encensoir, l'emplit du feu de l'autel, le jeta sur la terre. Il y eut des tonnerres, des voix et des éclairs, et la terre trembla. Alors les 7 anges aux 7 trompettes se tinrent prêts à en sonner. Le petit Adolphe et le petit Jean-Marie jouent à la marelle en tentant passer les chars. Quand je
serai grand, je veux être président. Quand je serai grand, j'inonderai le monde de sang. Le petit Adolphe et le petit Jean-Marie, le juge Harry Hobby sans bouffer le sol de mine. Regarde avec respect leur drapeau survolté. Il lui faudra du sang pour que le rouge y brûle ardent. Soumis ou en caisse, en bois ou gazé, il leur faut un guide, il leur faut m'aimer. Quand je ferme les yeux, le monde est soumis. Purifier la terre par le sang, la mort. L'emprise du mal, l'emprise du bien. Lequel des deux ira plus loin? Destin mondial, très incertain. Lequel des deux est bon à rien? L'emprise du mal, l'emprise du bien. Lequel des deux ira plus loin? Destin mondial, très incertain. Lequel des deux est bon à rien? L'emprise du mal, l'emprise du bien. Lequel des deux ira plus loin? Destin bancal, très incertain. Lequel des deux est bon à rien? L'emprise du mal, l'emprise du bien. Lequel des deux ira plus loin? Destin bancal, très incertain. Lequel des deux est bon à rien? Ok Dino. Bon, écoute, ça nous fait plaisir que tu sois revenu Moi aussi. voilà, nous présenter cette chronique. Encore une belle émission. Mais oui. Je te dis à la semaine prochaine. Dino, merci d'être venu. Salut. Salut À la semaine Dino. prochaine. Et puis merci à vous d'être resté jusqu'au bout pour cette longue émission. Et à très bientôt. Et puis, si aussi, juste pour finir, allez, un petit bisou à Nurea TV qui a fêté son anniversaire la semaine dernière. Et je ne sais pas si vous avez été nombreux à suivre le direct la nuit Nurea TV de 21h à 7h du matin. Voilà, si vous l'avez fait, chapeau à vous. Et c'était une très bonne idée. Allez, ciao, ciao.